Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette dernière séance de l'année 2017 du séminaire. Merci pour notre intervenante. Donc, je vais très rapidement confier la parole à Catherine Tourette-Turgis, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au sein de la chaire de philosophie. Je voulais simplement souligner l'importance, en fait, pour nous, de votre présence ici, parce que il me semble que là, tout de suite, maintenant, on réunit pour moi deux événements qui sont très importants, qui sont la création de la chaire de philosophie par Cynthia Fleury et la création de l'Université des patients par Catherine Tourette-Turgis. Et voilà, et c'est vraiment deux événements qui me semblent très très importants, en fait, pour le milieu du soin, pour la démocratie, pour tout un tas de choses. Et pour moi, cette création témoigne de tout votre engagement dans la vie de la cité, de votre lutte contre les disqualifications et les marginalisations des corps vulnérables, de votre volonté d'inventer un geste de soin, reconnaissant les compétences, les savoirs et les expertises de chacun, reconnaissant des sujets, tout simplement. Par la création de l'Université des patients, vous pointez la nécessité pour la médecine et les sciences humaines d'une alliance inévitable. En effet, c'est à l'hôpital que se ressent et devient visible le constat d'une humanité non seulement fragile, mais aussi toujours en devenir, toujours capable de réorganisation, capable d'accueillir cette vulnérabilité, capable de construire de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles formes de vie, de nouvelles manières d'être. Le soin, comme le soutient Cynthia Fleury, c'est ce que nous fabriquons tous ensemble, et il s'apparente à un bien commun. Pour Hannah Arendt, le projet politique de l'homme tient dans cette perspective de l'édification d'un bien commun, d'un monde commun. Et du coup, dire que l'hôpital ou le soin sont du domaine du commun, c'est dire, alors je vous donne la définition d'Hannah Arendt du monde commun, c'est dire que c'est ce qui nous accueille à notre naissance, de ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Le monde commun, en fait, n'est qu'un potentiel à réaliser. C'est parce que des hommes apparaissent dans le monde, en agissant collectivement, que le monde commun se construit. C'est à travers la parole et l'action commune que les hommes établissent un espace de publicité, un espace d'apparition, qui du coup va s'étendre entre eux partout où ils se trouvent. Et tout en visant toujours, en fait, à maintenir la pluralité des points de vue et des perspectives. Et le soin, me semble-t-il, comme j'aime bien le répéter ici, c'est cet espace qui ouvre à la possibilité de multiplier les points de vue, de faire varier les normes d'existence, et peut devenir finalement la possibilité de multiples commencements. Donc, préserver ce bien commun implique alors un partage des connaissances et des responsabilités, une reconnaissance des connaissances expérientielles de chacun et de la responsabilité de chacun. Et je finirai simplement avec cette citation de Jacques Rancière qui dit « Il n'y a pas d'ignorant qui ne sache une multitude de choses. » Et c'est sur ce savoir, sur cette capacité, que tout enseignement doit se fonder. Instruire peut donc signifier deux choses exactement opposées. D'un côté, confirmer une incapacité, dans l'acte même de l'instruction qui prétend pourtant la réduire, ou à l'inverse, forcer une capacité qui s'ignore ou se dénie, à se reconnaître et à développer toutes les conséquences de cette reconnaissance. Le premier acte, pour lui, s'appelle l'abrutissement, le second, l'émancipation. Et l'égalité, pour lui, est fondamentale et absente. Elle est actuelle et intempestive, toujours remise à l'initiative des individus et des groupes qui, contre le cours ordinaire des choses, dit-il, prennent le risque de la vérifier, d'inventer les formes individuelles ou collectives de sa vérification. C'est-à-dire que, pour lui, il faut partir de l'idée que nous sommes tous égaux et qu'à partir de ce constat, il faut aller vérifier cette égalité d'intelligence, il faut aller l'actualiser en allant chercher les capacités de chacun. Et il me semble, moi, avec toute l'humilité de ma posture, que la création de cette première université des patients, elle participe de ce mouvement de vérification de cette égalité de principe. D'un mouvement d'émancipation où elle va chercher, en fait, justement, à créer ce sentiment d'égalité qui me semble nécessaire à la vie démocratique et à l'individuation des patients et des sujets.
Ainsi, chère Catherine Tourette-Turgis, vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université Pierre et Marie Curie. Vous dirigez des enseignements en éducation thérapeutique. Vous êtes membre de l'unité de recherche, apprentissage, expérience, formation du Centre national des arts et métiers, où vous développez vos travaux de recherche sur, je cite, les savoirs d'expérience, les théories de l'action, l'analyse de l'activité des patients et l'intégration possible d'une intention éducative dans la démarche de soins. Vous avez travaillé pendant des années sur l'observance thérapeutique et avez introduit le counseling en France dans le domaine du sida et développé des dispositifs d'accompagnement adaptés aux situations extrêmes et irréversibles. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages sur la question, notamment l'éducation thérapeutique du patient, la maladie comme occasion d'apprentissage, paru en 2015. Et en tant que psychosociologue clinicienne, vous avez participé à la formation de patients experts, de soignants, d'éducateurs thérapeutiques et de formateurs. Donc, l'ensemble de votre parcours engagé vous a conduit donc à la création de l'Université des patients en 2009, qui offre à des patients experts, notamment issus du milieu associatif, la possibilité de suivre un cursus de formation diplômante en éducation thérapeutique du patient. Vous travaillez aujourd'hui davantage sur la notion de rétablissement, afin que l'expérience d'une maladie telle que le cancer, vécue comme un bouleversement total dans la vie du sujet et dans son inscription dans le monde, puisse être accompagnée afin de ne rien perdre de la perte elle-même. Donc nous avons ainsi l'honneur d'ailleurs d'accueillir aujourd'hui Catherine Tourette-Turgis, qui d'ailleurs a reçu la Légion d'honneur en printemps dernier. Et donc je vous laisse présenter votre intervention qui s'intitule « Se rétablir, se reconstruire, se mettre en rémission, un impensé dans le parcours de soins ». Voilà. Merci. En fait, je vais me livrer ce soir à un travail de plaidoyer. Un travail de plaidoyer moral et politique sur les actions à conduire autour du rétablissement, se mettre en rémission, se reconstruire. Un impensé dans le parcours de soins, donc justement, comment le penser, comment l'intégrer, comment le mettre en place, comment le déployer dans les espaces où cela serait possible. Alors plutôt que de faire la déclaration habituelle de la présence ou de l'absence de mes liens d'intérêt sur le sujet qui nous réunit ce soir, je ferai une déclaration de mes liens d'intérêt théoriques avec la chaire de philosophie à l'hôpital, notamment avec Cynthia Fleury, avec laquelle je partage les concepts de soins comme premier organisateur du lien social, le concept de santé comme bien commun, le concept de démocratie, de sujet irremplaçable, de care, de partage des vulnérabilités. Une rencontre avec Jean-François Pelletier, professeur en santé mentale, mon collègue de l'Université de Montréal, a eu pour résultat que nous avons décidé, l'un et l'autre, de travailler chacun pendant 1 an ou 2 sur le concept de rétablissement. Lui en santé mentale, moi en cancérologie. Il y avait dans les 2 cas un tropisme vers la rémission et la guérison. Par ailleurs, venant du VIH-Sida, je voulais reprendre l'histoire de l'épidémie que je venais de vivre et voir en quoi on avait fait des recommandations, des propositions, ou au contraire laissé en vrac, en jachère, la question de ce qu'on appelait alors retour à la santé, réindividualisation des trajectoires, le deuil du deuil, le devenir indétectable comme projet, être un survivant à long terme. Je suis donc partie en enquête, à la fois sur le terrain, en m'introduisant dans une consultation en oncologie, en tant que chercheure clinicienne, et en assistant avec attention aux consultations de surveillance du lundi à l'hôpital Tenon, avec le professeur Joseph Ligorov dans le cancer du sein, en organisant par ailleurs la conduite d'une dizaine d'entretiens
auprès de personnes en rémission, guérison, en faisant des cours sur le rétablissement, dans le DU d'accompagnement du parcours de soins en cancérologie, que j'ai créé en 2016 à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, en lisant la littérature disponible, plutôt anglo-saxonne, sur la question pendant plus d'une année. Le Lancet Oncology a consacré, en janvier dernier, coup de chance pour moi, un dossier au thème des composantes de la rémission, transition, rétablissement dans le cancer, au thème du soin après la fin des traitements, au thème des besoins des personnes en survie au programme existant. Si vous l'avez noté, la communauté internationale anglo-saxonne et la communauté académique désirant publier en anglais n'a qu'un terme possible, le terme de survivorship, et non pas celui de recovery. Le terme de survivorship se traduit en français par la survie, voire plus rarement par survivance. Le terme de recovery est utilisé en santé mentale et il se traduit en français par le terme rétablissement. L'origine de l'usage du terme de survivant dans le cancer remonte à 1986, date à laquelle Mulan, qui a un cancer, qui est par ailleurs aussi médecin, propose qu'on remplace définitivement le terme de victime du cancer par celui de survivant du cancer. On assiste alors à la naissance d'un mouvement, le mouvement des survivants du cancer, avec une large place accordée au plaidoyer. Mulan est à l'origine de la première coalition nationale des personnes survivant au cancer, avec une déclaration des droits des survivants du cancer, rédigée par Nathalie Davis Springham, qui a eu un cancer du sein en 1974. Elle est décédée en l'an 2000. Elle a écrit plusieurs ouvrages qui ont connu de grands succès, avec des titres comme « Un nouveau type de survivants, les survivants du cancer », sous-titre « Vivre avec grâce, combattre avec génie ». Elle a beaucoup milité et a écrit aussi d'autres livres, dont un « Cancer, le temps emprunté ». Il s'agit, avec l'usage politique du terme de survivant, de modifier les représentations sociales du cancer. Cancer égale mort, cancer égale mort immédiate, et de créer une terminologie plus bénéfique pour les personnes concernées. Comme cela a été fait dans le VIH-Sida, époque à laquelle les malades disaient « Quand bien même on va en mourir, on n'a pas besoin d'être enterré par la société avant qu'on meure. On a des besoins de personnes vivantes, désirant vivre et survivre dans des conditions de survivabilité décentes. » Et puis, là aussi, dans le VIH-Sida, il y avait la question des droits. Mourir comme victime du sida n'aurait pas pris en compte les proches. Or, le concept de survivant dans le sida englobait les proches, car ceux-ci étaient souvent privés de droits. Il n'était pas rare de se retrouver dans une situation désespérante et inacceptable, comme « J'ai survécu à mon partenaire, j'ai survécu à l'amour de ma vie, et je suis interdit de cimetière par sa famille. Je veux bien reprendre ma vie en main, mais quand même, à 3 mois près, mon ami aurait été là, près de moi, aujourd'hui. Et ça, j'ai du mal à pouvoir en faire quelque chose. Alors, quand je vois la trithérapie, je pense à lui, à tel point que je ne sais même pas
ou ranger ma boîte d'antirétroviraux dans l'appartement. C'est trop dur. Je n'arrive pas à prendre ce traitement, même si je fais partie des gens qui se sont battus pour l'avenir. Oui, bien sûr, on va guérir, petit à petit, mais les traitements vont éradiquer le virus, mais pas nous guérir des chagrins. Ce qu'on a vécu quand même, il faudra en parler. Rien n'a été prévu pour notre retour à la santé. Rien n'est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Se remettre à travailler, penser à la retraite? Donc, si on ne resitue pas le débat historiquement, on ne s'en sort pas. Les premiers soins de compassion accordés aux survivants de la Shoah ont pris du temps, car personne ne voulait entendre parler des survivants. Personne ne les aidait à faire le deuil de leurs proches. Dans le sida, le fait même qu'on ait mis en place des groupes de deuil pour les proches a mis en évidence qu'on assumait collectivement la problématique de la survivance. Les séronégatifs étaient intégrés et intégrateurs, avec les t-shirts qu'on portait sur lesquels il était écrit « Il ne suffit pas d'être infecté pour être affecté ». Si on en revient à la première coalition nationale des personnes survivantes au cancer, ils vont donner une définition de la survie. Un individu est considéré comme un survivant du cancer à partir de son diagnostic et tout au long de sa vie. Les membres de la famille, citation, les amis, les proches, les aidants sont aussi impactés et donc inclus dans cette définition. En 2005, l'Institut américain de médecine publie un rapport sur les soins de survie et sur la transition. Et là, on commence à trouver des éléments qui ressemblent au rétablissement recovery. Ces soins doivent comprendre les éléments suivants: la prévention de la récidive et des effets tardifs des traitements, la surveillance pour prévenir les seconds cancers, l'évaluation de l'impact psychosocial, les types d'interventions pour réduire et traiter les conséquences du cancer et de ses traitements, problèmes médicaux, détresse psychologique, problèmes financiers, problèmes professionnels. Et enfin, la coordination des soins pour assurer les besoins de santé des survivants du cancer. En 2011, la Fondation Livestrong organise une rencontre de 120 experts pour identifier les éléments essentiels des soins de survie et on voit apparaître des centres d'excellence et une variété de programmes pilotes concernant le soin après les traitements intensifs, appelé en français l'après-cancer. On voit apparaître les premiers débats entre oncologues pour savoir si le parcours de soins après traitement doit devenir une spécialité en oncologie. L'Angleterre décide de former des oncogénéralistes pour désengorger les consultations hospitalières. Attention, s'il y a plus de personnes à se rétablir, à guérir du cancer que de personnes qui en meurent, il y a nécessité de réorganiser les services d'oncologie, l'offre de soins, le parcours de soins et la formation des oncologues. En santé mentale, ce sont les malades qui se sont organisés en créant un mouvement du rétablissement pour tenter de modifier l'organisation des soins en psychiatrie. Donc, il se passe bien quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous livrer une série de réflexions en cours
sachant que je n'ai rien stabilisé, il s'agit d'un travail de recherche ouvert. Il s'agit aussi d'un engagement personnel que je ne m'explique pas entièrement, mais qui, je pense, est de l'ordre d'un hommage à la communauté du sida et tient aussi à l'impression de n'avoir peut-être pas tout fait au moment de l'arrivée des trithérapies en 1996. J'ai revu des anciens de la lutte contre le sida lors de la dernière Gay Pride. On a fait un bout de chemin ensemble. Il faisait chaud, c'était en juin dernier. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie et qu'on reparle de tout cela. Je les ai rappelés depuis et ils sont prêts, notamment ceux du counseling, à réfléchir à quelque chose de l'ordre du rétablissement sous forme d'initiatives conjointes VIH, cancer, santé mentale. En tant que cliniciens de l'accompagnement, nous avons été confrontés à des questions imprévues à résoudre, comme à quoi ça sert de survivre à sa propre mort annoncée si rien n'est prévu au niveau social pour se réinsérer. Les malades du sida nous ont posé 2 questions à 2 moments différents de l'épidémie. Ma mort, à quoi et à qui elle va servir? Un peu plus tard, le fait que je survive, à quoi et à qui ça peut servir? Exister ou survivre biologiquement n'a aucun sens si cette existence ou cette survivance ne sont pas pensées par la collectivité. Les traitements restaurent l'immunité, mais pas la vie qui va avec. Et il s'agissait bien d'une revendication et d'un thème de lutte qui faisait partie de la lutte contre le sida. Alors, peut-on reconstruire quoi que ce soit en oubliant le passé de ce quoi que ce soit? Ceux qui ont vécu ou analysé le phénomène de la reconstruction d'après-guerre savent bien que le passé ne peut pas être éradiqué. Peut-on demander à un malade de se reconstruire, d'aller de l'avant en lui assénant qu'il ne sera plus jamais comme avant? Au niveau historique, aucune reconstruction n'a démontré qu'elle pouvait advenir et fonctionner en niant le passé. Cela ne sera plus jamais comme avant, oui, mais cet avant, le sujet malade en a besoin. Dire à une femme, arrêtez de regarder ces photos de vous avant, de vos seins avant, vous allez vous faire du mal, et peut-être une erreur clinique, car cela fait partie de sa préparation à sa chirurgie de reconstruction. Elle en a besoin, car elle désire tisser des liens, réinventer l'avant, le revivre pour se préparer au lendemain. On n'oublie pas le passé sans un travail d'oubli du passé, de mise en oubli, de refoulement. Le problème est que ce qui est refoulé brise parfois les digues et nous réenvahit au moment où on s'y attend le moins, notamment lors d'événements douloureux, mais aussi lors d'événements heureux, où tout à coup les digues disparaissent et donnent lieu à un raz-de-marée. Dans le monde du sida d'où je viens, au 1er décembre, pendant les 10 premières années de l'épidémie, on égrenait le nom des morts. On pleurait, place de la Concorde, à Paris ou ailleurs, c'est-à-dire que les survivants commémoraient le passé. Cette commémoration collective des morts aidait les survivants à vivre, à survivre. On parlait des morts du sida. Je crois que le seul moment où la médecine a utilisé un autre vocabulaire que le vocabulaire épidémiologique, cela a été au moment du sida. On a parlé des morts du sida
Et je n'entends pas parler la médecine des morts du cancer. On parle du nombre de décès et des taux de survie à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. La remémoration est un acte moral et politique. Et on ne peut pas aborder le rétablissement, le guérir, le se mettre en rémission des uns sans les relier à la mort des autres. On ne peut pas parler des meilleures façons de survivre, des bonnes pratiques en matière de survie, sans se préoccuper des modes d'accompagnement des personnes en phase terminale, sans évoquer le toujours nécessaire accompagnement des personnes en fin de vie, sans évoquer l'existence des groupes de deuil, car au niveau sociétal, on ne peut pas déclencher un mouvement du rétablissement, un travail collectif sur la rémission, si on ne parle pas de quoi on se remet, à quoi on échappe et à quoi on survit. Les études en cancérologie disent que la première crainte de la personne en rémission du cancer, c'est la peur de la récidive. Au moins, c'est clair. On voit bien que le rétablissement inclut une chose nouvelle avec laquelle il faut composer. La peur que cela revienne. Et cela dit bien que retour à la santé, guérison, rémission sont des attitudes philosophiques que le sujet doit assumer face à la vie et à sa mortalité. La peur de la rechute signifie aussi qu'il y a eu un vécu expérientiel de chute. Dans le parcours de soins et les consultations de surveillance, les soignants ne reçoivent pas de formation pour ouvrir un espace d'écoute sur cette peur de la rechute, qui est pourtant une variable reconnue comme ayant un impact sur la réduction de la qualité de vie. Dans la prévention du sida, nous avions découvert que lorsque la peur de se contaminer était trop forte, trop intrusive, des personnes finissaient par abandonner toute pratique de prévention et se contaminer. C'est en effet difficile de prendre soin de soi quand on a peur que cela revienne. Il n'y a pas de discours médical, pas de discours sanitaire, pas de discours social qui prennent en charge la complexité du travail, de l'effort consenti pour se mettre en rémission, en survivance, démarrer sa guérison. Le sujet en rémission ne sait plus vers qui se tourner et à qui se plaindre, voire il est interdit de plainte. Or, il a besoin d'être entendu dans ses craintes, voire dans ses plaintes. Et là, il découvre qu'il n'existe aucun dispositif pour ce qui lui advient, et cela le bloque dans son processus de rétablissement. Ce qui est stoppé, c'est l'activité virale, l'activité de la cellule cancéreuse, qui, elle, est franchement atteinte d'un syndrome d'hyperactivité. Pour elle, on rêverait de Ritaline. Mais les traitements n'ont pas la possibilité de stopper et d'éradiquer l'expérience de la maladie. On nous dit que tout va bien, mais on ne peut pas se mettre en rémission à la sortie de la consultation de fin de traitement. Pour survivre, il faut pouvoir inscrire sa vie et son histoire dans un projet d'existence porté par le collectif. Un survivant du sida écrivait qu'il avait pu commencer à se mettre en rémission à partir du moment où il s'était rendu compte qu'il était redevenu disponible aux autres morts
que celle attribuée à la maladie qu'il portait. Il explique qu'entre 1980 et 1996, et il s'en excuse, aucune autre mort n'a jamais réussi à l'affecter. Alors, quelles sont les vulnérabilités des personnes en rétablissement? Quels sont les types de contrats que les personnes en rémission, en rétablissement, passent avec elles-mêmes? Ce que j'ai vu dans mon travail, c'est une question philosophique récurrente qui s'auto-énonce dans les consultations de surveillance comme « à qui attribuer le mérite de ma guérison ?» On assiste à des dialogues comme « Merci docteur pour tout ce que vous avez fait ». Et le médecin répond « Non, non, c'est vous qui avez tout fait ». On attribue donc le mérite de la guérison au médecin, qui la rend au patient, et ça c'est intéressant à explorer. Car si le médecin me rend ma guérison, que je rebaptise rémission, il faut donc que j'en fasse quelque chose. Il faut que je m'attribue à moi-même ma guérison, à mon travail fourni, à mes efforts consentis. Que se serait-il passé si le médecin avait gardé pour lui tout seul ce mérite de la guérison? On imagine les dialogues intérieurs, les dilemmes de fin de parcours thérapeutique. Et je me suis dit que ce n'était pas si simple, qu'il y avait là matière à une clinique. Cette fameuse clinique du rétablissement, qui englobe, entre autres, aussi la sortie du parcours thérapeutique intensif. Comment terminer ce parcours? La France appelle ce parcours l'après-cancer. Les pays anglo-saxons l'appellent le parcours de survie après traitement. Parfois, le parcours de soins de survie. En santé mentale, on parle de parcours de rétablissement, car la rémission concerne la pathologie et le rétablissement concerne la personne qui, elle, doit se rétablir dans de multiples dimensions. En psychiatrie, ce sont les usagers qui sont à l'origine du mouvement du rétablissement. Terme qui est venu remplacer celui de stabilisation et de réhabilitation détesté par les usagers de santé mentale. On réhabilite un immeuble, pas un être humain. Il vaut mieux être un être rétabli qu'un être réhabilité. Il est intéressant de noter ces bagarres de termes, de notions, que le terme même de guérison est une notion qui a été longtemps absente des manuels de psychiatrie. En France, l'expérience des médiateurs de santé pair en psychiatrie a montré l'importance de leur contribution au processus de rétablissement. On a besoin de comprendre les étapes de par où ça passe pour aider d'autres à s'engager dans un parcours de rétablissement. Il y a plein d'expériences pilotes innovantes en France, comme le projet Emilia, déployé par Emmanuel Jouette et Tim Grison, les Clubhouse, les Un chez soi d'abord, déployés par Girard et Lançon à Marseille, les formations de médiateurs pairs par Jean-Luc Roland, Bérénice Tedel. Parallèlement, de nombreuses institutions en psychiatrie, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, en France, ont réorienté leur organisation des soins vers le rétablissement, en se faisant aider et accompagner par les usagers. Un auteur note avec humour que parfois même les institutions de psychiatrie recrutent en disant « Venez, nous ici on fait du rétablissement ». Bien entendu, c'est une ineptie. Un établissement ne fait pas de rétablissement.
Il est fondé sur les valeurs et les principes du rétablissement dans son organisation quotidienne. Et il faut faire attention à recruter son personnel en fonction de ces valeurs, pas si facile que ça à faire vivre au quotidien dans une institution. Je me suis un peu renseignée en parlant avec les soignants en oncologie. Ils m'ont dit, c'est super, on n'est pas formé pour ça. On est formé pour l'annonce du diagnostic. On n'a pas une formation spéciale pour l'annonce des bonnes nouvelles. Et aussi, on ne peut pas faire ça vis-à-vis des autres malades. Imagine, on se réjouirait pour tel malade qui va s'en sortir, et les autres, ils vont réagir comment? J'ai aussi entendu, on n'ose pas s'aventurer là-dedans, car ça pourrait reflamber. On ne peut pas parler de guérison, dit l'un. Un autre dit, pas d'accord, on peut parler de guérison. Là, on observe les mêmes débats qu'en santé mentale, sauf qu'en santé mentale, la notion de rétablissement a été un organisateur fondamental de modification des pratiques cliniques. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Comment penser une organisation des soins vers le rétablissement? Orientée vers le rétablissement. Un jour et très vite, et tant mieux, il y aura plus de survivants du cancer que de morts. Et là, il faudra faire comme dans le VIH. Développer des parcours de soins centrés sur les besoins des personnes dont le virus est indétectable. Car une personne qui a eu un cancer doit pouvoir bénéficier d'un parcours de soins après traitement, prenant en compte la prévention de la récidive, la surveillance des effets toxiques à long terme des traitements, la prévention de la dépression, le soutien à la reprise de tous les rôles, le maintien de son activité professionnelle, le respect de ses droits face aux emprunts, le maintien de sa fertilité, l'estime de soi, le maintien ou le retour à une qualité de vie affective et sexuelle, la lutte contre la peur de la récidive, la lutte contre la fatigue, la récupération de l'énergie, la prévention des comorbidités, l'accès à l'activité physique, à une nutrition de qualité, un réapprentissage du bien-être. Parfois aussi, la résolution du stress post-traumatique que le cancer, selon les études, représente pour 20% des patients survivants à long terme. On peut aussi imaginer qu'un patient dise « Je ne veux pas savoir que je suis guéri, car je ne suis pas prêt à l'entendre. Je ne suis pas prêt à me mettre en rémission. Donnez-moi du temps. » En quoi la promesse thérapeutique lors de l'annonce de la rémission diffère-t-elle de la promesse thérapeutique lors de l'annonce du diagnostic? L'annonce du diagnostic est toujours accompagnée de l'espoir et d'une promesse thérapeutique. C'est « vous avez ceci ou cela, et il y a tel ou tel traitement ». Et quand il n'y a pas de traitement, on a souvent des solutions du type « maintenant on peut réduire tel ou tel symptôme ». En quoi la rémission remet en question la capacité du médecin à promettre? On peut consentir à guérir sans avoir jamais consenti à être malade. Maladie et guérison ne sont pas les deux facettes de la même trajectoire. Ce sont des trajectoires différentes pour le sujet. Canguilhem écrit « De tous les objets spécifiques de la pensée médicale, la guérison est celui dont les médecins ont le moins traité. » Les notions médicales de guérison ou de rémission désignent
des modalités évolutives, la notion de rétablissement caractérise le devenir de la personne. Une femme disait « J'ai divorcé de mes cellules cancéreuses. J'ai gagné dessus. Je les ai neutralisées. Alors que dans mon divorce avec mon mari, c'est moi qui ai tout perdu. Là, au moins, je me suis dit, je vais leur faire la peau à ces cellules cancéreuses. Excusez-moi, docteur, je suis un peu violente aujourd'hui, mais j'ai ma revanche. Et je suis content. Non pas de moi, mais pour moi. » La guérison, ce n'est pas la seule suppression des symptômes, y compris pour la psychanalyse. Chez Freud, la guérison, c'est une transformation et une reconstruction par l'élargissement du moi. On apprend à soigner, on apprend aux patients à se soigner, notamment en éducation thérapeutique. On ne leur apprend pas à se rétablir. Il n'y a pas de programme. Quelles sont les fonctions que la guérison restitue ? En quoi et de quoi la mise en rémission est-elle restitutive ? Voici quelques vignettes cliniques illustrant la complexité du parcours de rétablissement et les styles de vie qui vont avec, comme on l'avait fait dans le VIH-Sida. Madame R était graphiste, à son compte. Elle a eu 2 ans de blanc et de tourments après la fin de ses traitements. Elle est gauchère, et elle a du mal à redessiner, car son bras gauche lui fait mal. Elle a eu du mal à rebondir au niveau financier et social. Et le fait qu'elle ait réussi à survivre à son cancer fait que du coup, elle a lâché sur les contraintes ordinaires de la vie. Et elle a fini par dire à un de ses créanciers « Écoutez, j'ai déjà perdu assez de temps dans ma vie. Alors, si je me suis remise de mon cancer, ce n'est pas pour perdre mon temps avec la banque, les huissiers, les avocats et mes impayés. Je viens de payer pour mon cancer, je ne paye pas une deuxième fois. » En même temps, elle ne dort pas bien la nuit, car elle a peur. Mais le jour, elle déborde. Il va lui falloir plus de 2 ans pour se mettre en rémission. Car, comme elle dit, tout s'est passé trop vite. Tu te retrouves tout d'un coup en dehors de l'hôpital, et là, il n'y a plus de filet. Alors j'ai déréalisé. Maintenant, je vais m'y remettre. Je vais demander, peut-être, une procédure de désentêtement. Dans le sida, avant de mourir, les gens vendaient leur assurance vie, utilisaient le plafond de toutes leurs cartes bleues. Personne ne s'intéresse à ça dans le cancer. La prise de risque, l'émergence de conduite à risque, l'explosion en plein vol. Cette femme qui dit « Je suis contente de vous revoir, docteur, car depuis que vous m'avez annoncé que c'était fini, eh bien, je me suis mise à boire. Et ça ne va pas du tout. Dans votre salle d'attente, je me disais, il n'y a personne qui s'occupe de moi. » On observe aussi l'inverse. Telle femme utilise son énergie à survivre. Elle a tout perdu à la suite de son cancer. Elle voit la vie et toute situation comme un défi. Elle fonce, elle ne perd pas de temps. Elle se met systématiquement en position de résolution de problèmes. Elle ne se préoccupe pas des autres, pas le temps, tout est urgent. Du coup, elle ne veut pas s'occuper de son suivi. Elle reçoit des convocations du centre où elle est suivie. Elle n'y va pas. Le rétablissement, pour elle, c'est la micro-entreprise qu'elle vient de monter dans le secteur tertiaire. Elle ne supporte aucune aide, elle a une seule peur au ventre, la récidive, à laquelle elle pense qu'elle ne survivra pas. Alors autant ne pas savoir, ne rien savoir, avancer droit devant, travailler et retrouver un niveau financier convenable à ses yeux. Le concept de rétablissement m'a fait penser au concept d'attestation dont parle Ricoeur. En me rétablissant, j'atteste de ma fiabilité en tant qu'être vivant.
J'atteste de ma survivabilité. On peut donc me faire confiance à nouveau et me confier des tâches. Je passe du monde de la croyance au monde de la confiance. Je sors du soupçon dont on m'accable, les assurances, les emprunts, la banque, le monde du travail, à une attestation de mon moi vivant, fiable. Mais comme le dit Ricoeur, citation, « Il n'y a de recours contre le soupçon qu'une attestation plus fiable. » Si personne, dans mon parcours de soins, ne m'a offert cette attestation de fiabilité, alors je risque de devoir moi-même répondre de ma fiabilité. Et là, je retombe dans le monde de la croyance, notamment celle des autres. Je deviens fragile en étant exposée à la croyance des autres. Je n'ai pas alors assez de force pour faire face à des phrases assassines comme « Ah, on ne pensait pas qu'il fallait reprendre si tôt le travail. Ah, dis donc, tes cheveux, ils ont bien repoussé. Tiens, c'est drôle, tu n'aimes plus ce plat-là que tu adorais. » Ou encore « Dis donc, tu as grossi, et ça te va bien. » Comme le dit cette femme, « Docteur, aidez-moi. Je ne sais pas comment baffer ma belle-mère, qui n'arrête pas de dire à mon mari « T'es sûr qu'elle est guérie ? Tu crois qu'elle sera capable de tenir la maison en Corse cet été ? Tu préfères pas qu'on la loue pour qu'elle puisse se reposer dans un hôtel ? » Telle autre femme. Je ne sais pas quoi penser quand je suis fatiguée, épuisée. Il y a une petite voix qui me dit « Et si c'était le cancer qui revenait ?» Ce que j'ai observé, c'est que les sujets en rémission et les rétablis ou en cours de rétablissement sont interdits de plainte. Et ce n'est pas acceptable. Tout le monde a besoin de se plaindre. Il faut que les espaces médicaux, les espaces d'écoute puissent entendre la plainte. Sinon, il n'y a plus de médecine ou de clinique de l'écoute digne de ce nom. Comme l'exprime une femme, au fond, tout pendant que j'étais en traitement, j'étais bien traitée. On faisait attention à moi. Maintenant, on me dit, mais c'est fini ton cancer, arrête de te plaindre. Du coup, quand j'ai peur, quand j'ai mal, quand je suis fatiguée, je n'ose pas me plaindre. Et pourtant, je souffre. En vrai, je ne vais pas bien. Excusez-moi, mais j'ai envie de pleurer. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Dans le parcours de rétablissement, il faut qu'il y ait une place, un droit à la plainte à la fin des traitements. La plainte, au sens de signaler, c'est venir déposer quelque chose qui a besoin d'être accueilli pour pouvoir s'atténuer. Accueillir la plainte, c'est donner une chance, laisser une chance à celui qui vient nous la déposer. La plainte, c'est une symbolisation de la demande. Alors arrêtons d'interdire la plainte aux personnes en rémission ou en rétablissement, car la plainte fait partie du processus de rétablissement. Comme le dit une psychiatre lors de la consultation de surveillance, je n'ose plus me plaindre à qui que ce soit à la maison, car on m'a fait comprendre que tout était fini pour le mieux et que je devais me réjouir d'être arrivée là où j'en suis. On voit bien comment le vécu médical de la guérison-stabilisation n'a rien à voir avec son vécu expérientiel. Et de fait, en cancérologie, on ne sait pas grand-chose du vécu expérientiel. Or, c'est de ce vécu qu'il faudrait partir pour penser les dispositifs d'accompagnement. En psychiatrie, la rémission symptomatique est une phase nécessaire, mais non suffisante pour atteindre le rétablissement. Ce que les militants du rétablissement en psychiatrie, les usagers des services de santé mentale, les écrits de Larry Davidson décrivent est intéressant. Le rétablissement commence avec l'espoir, du point de vue expérientiel.
Il commence avec l'espoir d'une vie meilleure. Donc les premières étapes du rétablissement peuvent commencer très tôt. Mais la plupart du temps, elles sont niées ou empêchées, car personne n'écoute ces petites lumières dans l'obscurité qui parlent. Les étapes comprennent une phase importante où le sujet distingue être schizophrène et avoir une schizophrénie. Et une autre phase où le sujet reprend le contrôle sur sa vie. Mais tout doit être pensé dans l'organisation du soin pour donner accès le plus tôt possible aux premières étapes du rétablissement. Il ne s'agit donc pas de se concentrer sur les symptômes, mais d'ouvrir d'autres axes. Il s'agit d'un parcours de soins centré sur la santé et le développement de la personne. Il s'agit de se préoccuper de son avenir, y compris social et professionnel, et ne pas faire d'apartheid entre les deux. Quand je compare avec le cancer, quelque chose me saute aux yeux dans le cancer. On a une tendance à demander au sujet de laisser de côté toute sa vie professionnelle et de se concentrer sur ses soins et ses traitements. Du coup, 12 ou 18 mois plus tard, la personne se retrouve avec tous ses dossiers à gérer en même temps, y compris le retour au travail. Je ne dis pas, attention, il faut faire ceci ou cela. Non, je constate, je lis la littérature, j'écoute. Et je m'aperçois que la question mérite d'être posée. En effet, il y a les femmes pour qui la mise en pause est quelque chose qu'elles désirent, il y a d'autres qui ne la supportent pas. La question devient, que veulent les patients ? Que disent les associations de malades ? Qui prend les décisions dans le parcours de soins d'aborder tel ou tel sujet ? Quels sont les services à mettre en place ? Dans le VIH, dès qu'il y a eu du mieux, on a mis en place des consultations du soir, de 18 à 23 heures, pour les gens qui avaient repris le travail. Ce qui n'était pas évident dans un hôpital, car il nous fallait au même endroit une infirmière, des médecins, le psychologue, le pharmacien, des associations, tout le monde devant accepter, y compris moi-même, puisque j'en faisais partie, de travailler de 18 à 23 heures tous les mercredis, à l'hôpital, donc Pompidou. Est-ce totalement impertinent de reprendre ici la définition du rétablissement en psychiatrie, celle que donne Pachou en 2012, parue dans l'information psychiatrique, se donner comme objectif le rétablissement plutôt que la guérison ou la rémission symptomatique implique un déplacement de l'attention qui se détache de la maladie et des facteurs de son évolution pour se porter vers ce qui est le devenir de la personne qui comporte d'autres déterminants. Il écrit encore « Le rétablissement, c'est assumer la disjonction entre l'histoire de la maladie et le devenir de la personne. » Cela suppose deux démarches complémentaires, une visant la rémission symptomatique et l'autre l'optimisation du devenir de la personne et par conséquent son rétablissement. J'ai commencé l'année dernière à faire quelques cours universitaires sur le rétablissement. Et des patients, étudiants, en cancéro, sont venus me voir. On a lancé alors une formation au counseling de rétablissement, afin de pouvoir ouvrir, dans quelques mois, en oncologie, des cafés du rétablissement, c'est-à-dire des lieux où les personnes qui viennent en consultation de surveillance ou bien avant pourraient venir prendre un café et parler avec des personnes en rétablissement. Il s'agit de créer un espace un peu informel où les langues se délient. Les personnes en rétablissement qui sont en train de terminer leur formation au counseling, qui sont là en plus ce soir avec les Nice, etc., ont déjà identifié, en retravaillant sur leur propre parcours, les thèmes de discussion qui seront abordés dans ce café. En voici quelques-uns en vrac. Les réactions de l'entourage, le retour au travail, la reprise de la vie sexuelle,
rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Quand annoncer son ancien cancer et comment l'annoncer? Comment se présenter dans un nouvel emploi? Dire, ne pas dire. Arriver à gérer ses suivis d'examen. Retrouver la joie, les rires, le bonheur. Remettre du léger et de l'insouciance dans sa vie. Se refaire des amis. Faire de l'activité physique. Tiens, oui, mais comment? Perdre du poids. Bof. Bien dormir. Réveiller sa libido. Oui, mais comment? Des thèmes que seules des personnes ayant l'expérience du vécu, de la rémission et du rétablissement peuvent imaginer. Tous ces thèmes m'ont fait penser aux années 1996, 2000 dans le sida, où il y avait des ateliers sur l'estime de soi, réapprendre à draguer, retrouver un emploi, rompre la solitude, se resocialiser. Dans le groupe de formation au counseling, on a déjà exploré tous ces thèmes à raison d'1h30 par semaine depuis le mois de juin dernier. Les personnes en rétablissement ont souvent joué leur propre rôle dans les exercices d'apprentissage du counseling. Et c'est avec plein d'émotions que je les remercie aujourd'hui, car j'ai beaucoup appris sur le parcours quotidien du rétablissement. J'ai appris la gravité, voire la violence qu'on fait à une personne en rétablissement quand on l'empêche de se plaindre. J'ai appris la vulnérabilité du rétablissement. J'ai appris comment des pratiques institutionnelles dans le soin peuvent empêcher et bloquer les personnes dans leur parcours de rétablissement. J'ai appris qu'il y avait des étapes et une dynamique ouverte. J'ai été confirmée dans l'importance du groupe, l'importance du collectif. J'ai été confirmée dans le fait qu'il y a des points communs entre le rétablissement dans le VIH, la santé mentale, le cancer. Ces points communs sont l'espoir, l'importance d'être reconnu dans le regard de l'autre, le besoin récurrent de confirmation médicale. Des fois, on est perdu. C'est l'attestation dont parle Ricoeur. On a besoin que quelqu'un, dans les grands moments de doute, atteste de notre survivabilité présente et future. La force du groupe a été la première ressource de ce travail de formation entre pairs. Comme dans le VIH-Sida, j'ai vu à quel point donner des outils d'écoute aux malades faisait avancer l'écoute collective et éviter la pathologisation. Une écoute dépathologisée, c'est l'avenir d'une écoute citoyenne pour tous. En France, sans le savoir, on a déjà pas mal de choses pour commencer à agir. En oncologie, on a un super article de synthèse et un ensemble de recommandations sur la prise en charge des besoins psychiques après cancer, rédigé sous la direction de Sarah Doshi par la Société française de psycho-oncologie à la suite de son 29e congrès de 2012 qui s'est tenu à Caen. La 4e recommandation demande à ce que soient détectés dès le diagnostic et la prise en charge les besoins psychosociaux des personnes en difficulté sociale et économique, car ces besoins seront exacerbés à la fin des traitements. La 8e recommandation demande que des programmes de soins psychiques adaptés à l'après-cancer soient proposés avec un accès financier possible. La littérature internationale confirme l'existence d'une période problématique de 12 à 18 mois après la fin des traitements. Donc, nous, les Français, nous sommes concernés, nous sommes prévenus, nous sommes informés. On ne pourra pas dire que nous ne le savions pas, et je peux vous assurer que ce n'est pas une fake news. Les publics concernés par les offres de services après cancer sont les personnes en rémission clinique après les traitements, les personnes pour qui le cancer est devenu chronique, les personnes qui sont guéries. Le bonheur. On a besoin de savoir comment ces personnes vont, quels sont leurs besoins, si elles sont heureuses.
On voit apparaître des échelles de mesure du bonheur dans l'après-cancer. Les premiers résultats montrent des analogies avec ce qui sert à mesurer les étapes vers le rétablissement en santé mentale, c'est-à-dire l'espoir, l'estime de soi, avoir quelque chose à quoi on tient dans sa vie et disposer de moyens socio-économiques satisfaisants. La revue Lancet Oncologie 2017, dans ses résultats, les survivants post-traitement à long terme, ceux qu'on devrait nommer les personnes rétablies, on observe 10 ans après le diagnostic initial, chez 15 à 20% d'entre elles, anxiété, dépression, stress post-traumatique, détresse plus élevée que dans la population générale, appauvrissement, problèmes de carrière et d'emploi, peur de la récurrence, symptômes résiduels des traitements, image de soi, prise de poids, problèmes de sommeil, des troubles de la sexualité. Bref, elle conclut, ce n'est pas fini quand c'est fini. Être traité du cancer, voire être déclaré guéri du cancer, ne garantit pas une bonne santé. En conclusion, comment penser une offre en direction des 2,5 millions de personnes ayant survécu au cancer dans notre pays, 15 millions aux États-Unis? Comment penser une clinique du rétablissement? Comment introduire dans le parcours de soins des éléments aidant les personnes à entrer dans leur parcours de rétablissement au moment optimal pour elles, pour éviter les risques de se retrouver déclarées en rémission sans avoir pu s'y préparer et sans disposer des ressources nécessaires? Comment continuer à faire des recherches en distinguant le rétablissement comme concept, le rétablissement comme dispositif, le rétablissement comme principe d'orientation dans d'un service de soins, le rétablissement comme un mouvement citoyen de maintien des personnes malades dans une santé optimale tout au long de leur vie? Comment poursuivre le combat pour réduire la faillite sociale dans laquelle de nombreux malades se retrouvent aujourd'hui, rétablis ou non? Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, si certains veulent répondre. Il reste 20 bonnes minutes par rapport à ce qui a été dit. On peut s'en servir pour témoigner aussi, parce qu'on en manque. Il faut continuer à partager. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à être émue en écoutant Moi aussi. la conférence. Et à travers tout ce que tu dis, c'est un voyage que j'ai refait. Et on ne se rend pas compte à quel point on franchit des obstacles et qu'on arrive à les passer. Et c'est vrai que tout ce que tu dis sur ne pas se plaindre quand la rémission est là, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte à quel point ça peut faire là. De la même façon, j'ai revécu un petit peu le parcours que j'ai suivi aussi. Ça fait 10 ans que je suis en rémission, voire même peut-être en guérison. Je dis peut-être parce que ça fait pas longtemps que j'ai employé ce mot-là. Et je suis un peu émue là, effectivement, parce que ça m'a parlé beaucoup. Et en plus parce que, en tant qu'ancienne soignante, je me suis occupée de patients VIH. Vous avez connu dans les années 90. Et donc, effectivement, ce parallèle cancer-VIH me touche maintenant, parce que j'ai vécu les deux choses, pas de la même façon, bien évidemment. Mais
comment peut-on faire, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, cette clinique du rétablissement. Moi, quand j'ai eu l'après-cancer, j'ai participé à des colloques après le cancer. J'avais parlé de cet après-cancer à des moments donnés à des associations. J'avais fait une formation de coaching à Paris 8. On m'avait regardé avec des grands yeux, mais coaching après le cancer. Ben, je pense que je pense que ce sera un moyen aussi d'aider les patients à exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Dans ces cliniques justement de rétablissement, ben, allons-y, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. J'espère que ça va se faire, j'espère qu'on sera nombreux et qu'on va participer à ce genre. Je suis assez émue à ce genre de choses. Ben, merci de ça. J'aimerais bien également témoigner, je suis complètement bouleversée. Je ne vous connaissais pas il y a une semaine. Et il se trouve qu'un concours de circonstances que je suis là aujourd'hui, une espèce de synchronicité incroyable. C'est la première fois que j'ai un écho en vous à ce que je suis en train de vivre. Donc, moi je ne sais pas si je suis en rémission, mais bon, il se trouve que j'ai plus de traitement. J'ai fait 2 ans et demi pour une tumeur cérébrale qui est toujours là, qui n'a pas pu être opérée. Mon professeur, il ne s'autorise pas à dire ni guérison ni rémission, mais le fait est que je suis là. Et moi je bricole. Je bricole mon retour à la vie quotidienne de tous les jours. Mais j'essaie de bricoler avec des choses qui ont beaucoup de sens. Ce que je faisais sans doute pas avant, d'apporter autant de soins au sens de la vie et des actions, des projets. Et là, je vais partir début janvier pendant 2 mois en Inde. Je vais aller vivre une expérience dans un hôpital ayurvédique où là-bas, on ne soigne pas des maladies, on ne va pas me soigner la tumeur, mais on va essayer de me soigner en tant que personne. Alors, ça parle à certains, à d'autres pas du tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de mettre ma marque sur la fin des traitements et d'essayer de. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va. Je ne suis jamais allée en Inde, je pars toute seule. J'ai complètement construit ce voyage toute seule. Mon professeur est au courant et on verra bien ce qui va en sortir après. Voilà, ça m'émeut beaucoup de savoir qu'il y a une parole qui existe quand qui démarre. C'est ça. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Céline Lefebvre, qui est philosophe, et Jean-Christophe qui est sorti en 2016, qui s'appelle « Vivre après un cancer, favoriser le soin de soi ». Et ils ont interrogé, ils ont rencontré en tout cas un certain nombre de femmes 2 ans après leur cancer du sein, on va les suivre. Et voilà, ce processus est très bien décrit. Alors moi je suis la voisine et je voudrais intervenir aussi pour donner mon témoignage. Merci pour cette très belle conférence parce que moi aussi j'ai un cancer du sein grave et je suis au début de mon traitement et je me suis retrouvée confrontée à des choses assez ignobles comme l'annonce de la maladie par mon gynécologue qui m'a annoncé ça au téléphone alors que je lui avais demandé un rendez-vous et qui m'a annoncé dans la foulée qu'on allait me couper le sein, y compris le téléphone. Enfin, il y a eu tout un parcours jusqu'à aujourd'hui qui manque beaucoup d'humanité, beaucoup de sensibilité
je rencontre des gens absolument formidables par ailleurs, des médecins, y compris des médecins. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites, balancées avec des mots comme ça, sans se préoccuper du sens des mots. Or, quand on est malade, les mots ont un sens. Bon, moi, en plus, je suis une femme de mots, mais les mots ont un sens qui nous pénètre. On se dit, quand on vous annonce, vous avez un cancer très agressif. Et puis de l'autre côté, ah ben non, il n'est pas agressif du tout, regardez les chiffres. On se pose des questions, on gamberge pendant plusieurs heures en se disant qui a raison, pourquoi on annonce ça, et puis, etc. De l'importance des mots et de l'importance effectivement du groupe. Moi, je me sens très seule dans mon parcours et j'ai envie de mettre ce que je vis, j'ai envie de le mettre à disposition des gens qui en ont besoin. J'en ai besoin, je suis sûre que je peux trouver ici quelque part de quoi donner et recevoir. Et j'en ai besoin, parce qu'effectivement, je suis dans tout ce que vous décrivez, à savoir dans tout le processus d'exclusion plus ou moins du boulot. Il se trouve que mon parcours de soins, qui est très lourd, a été fait sans moi, alors que j'avais demandé qu'il soit fait avec moi. Il a été fait sans moi, j'ai perdu du boulot, alors que je veux continuer à travailler, enfin, etc. Donc voilà, je suis prête à rencontrer même ici des gens qui, voilà, pour qu'on travaille ensemble et qu'on voit ce qu'il est possible de faire ensemble. Et merci. Merci pour vos témoignages. Moi, j'avais juste un mot. Je vous entends, c'est la première fois que je vous entends. À chaque fois que vous conversez, le mot après cancer, finalement, moi j'ai du mal à m'y reconnaître. Je parle pour ma famille, mais finalement, comment on peut dire après cancer quand on vit depuis 20 ans avec quelque chose qui revient systématiquement? J'ai du mal avec cette expression. Je ne m'y reconnais pas non plus. Et j'entends madame qui a un besoin de témoignage, et vous avez fait le lien avec les survivants de la Shoah. Oui. Et il y a des gens qui étaient des espèces de cueilleurs de témoignages. C'est vrai que ça manque presque cette banque de données finalement de témoignages de gens qui vivent plein d'expériences. On se retrouvait dans certaines expériences, ne se retrouveront pas dans d'autres. Absolument. Et ça serait un bon projet. Oui, tout à fait. Ça me parle beaucoup parce que moi je travaille sur les médecins qui ont vécu un moment une maladie grave dans leur vie. Donc en fait je me suis par hasard retrouvée. En fait l'idée c'était que c'était une maladie qui faisait basculement à un instant T pendant leur pratique médicale. Et du coup j'ai rencontré ces médecins souvent quand même jusqu'à presque 10 ans en fait après l'annonce en fait de leur maladie, en leur demandant ce qui s'était passé pour eux depuis l'annonce de leur maladie. Et c'est vrai qu'à chaque fois je retrouvais ce temps, moi j'appelais le temps de l'espérance, il y avait ce temps d'attente d'un autre justement. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte par exemple que énormément avaient écrit, ce qui m'avait beaucoup troublée en fait, mais ils avaient presque tous écrit à un moment pour eux. Enfin, c'est une manière comme ça, à la fois de poser les choses, de se mettre à distance, et en même temps de s'inscrire dans le monde. Enfin, il y avait comme ça toute une facette. Et puis moi, j'ai eu cette impression aussi qu'il y avait aussi beaucoup cette nécessité de donner, et que je trouve que le soin, forcément, enfin, la pratique après soignante qui reprenait, permettait en fait de retrouver en fait. Offrait en fait cette possibilité de soins. Presque moi c'est comme ça que je l'ai vu. Mais c'est surtout, il y en a beaucoup par exemple qui ont mis en place, je pense là parce que des groupes de parole en fait dans des hôpitaux, des soins de support justement, et qui ont essayé, enfin voilà, qui était ce besoin en fait
de partager et de témoigner. Ça me parle beaucoup. Et j'ai surtout cette impression qu'il fallait une écoute. C'était important pour eux d'avoir un moment où ils pouvaient raconter leur histoire, et en même temps qu'il y avait aussi ce besoin de don, en fait, de création de quelque chose, d'échange. Voilà. Il y avait Hélène et puis Eric. Hélène, Eric, oui. Hélène. Je voudrais te remercier, Catherine, pour tes mots. On en a déjà parlé plusieurs fois. Tout ce que tu dis est très juste. Quand on a vécu la maladie, on ressent tout ça comme autant de cicatrisation. Donc vraiment, merci. Le témoignage que je peux vous donner, c'est que plus nous serons nombreux à nous exprimer, à dire, à oser partager, même si nous en pleurons, même si nous avons de la colère à l'intérieur, ou juste du je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense que tout cela va énormément passer par le fait de briser le silence. On sait tous que c'est quelque chose qui permet de briser la solitude. Moi, j'en ai vraiment fait l'expérience que ça n'est qu'en partageant et en mesurant que d'autres vivent la même chose que vous, que tout d'un coup, on sort de l'état de victime ou de culpabilité à cette sensation qu'on vit juste une expérience et qu'on peut du coup la transformer. C'est vraiment une étape super importante. Donc, je te remercie de partager tout ça et d'ouvrir un espace de parole. Et cet espace de parole, je pense que nous sommes tous dans la capacité de l'ouvrir dans tous les lieux de vie, que ce soit l'hôpital, la famille, le travail. Donc vraiment merci. Et je voudrais rajouter quelque chose qui me plaît aussi profondément, et là c'est un témoignage personnel aussi, dans cette vision que dans le survivant on inclut aussi les proches. Je voudrais vraiment qu'on inclue les proches. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qu'on ne peut pas se guérir seul. Moi, quand j'ai eu mon cancer du sein, mon fils avait 15 ans. Aujourd'hui, il va sur ses 19. Je suis plus établie que lui aujourd'hui. Il est encore dans le tunnel. Et je voudrais juste témoigner de quelque chose pour que on puisse aussi penser aux proches. Quand j'ai discuté avec mon fils et que je lui ai dit « Tu as vu comme c'est formidable, comme on a été soutenus pendant toute cette période ?» Il m'a regardé, il m'a dit « Ouais, toi, tu as été soutenu. » C'est ça. Et moi, qui c'est qui m'a appelé pour me demander comment ça a été? Donc, je voudrais vraiment partager ça avec vous, en hommage à mon fils qui a été formidable pendant cette période-là. Si on peut aussi penser aux enfants, aux conjoints, aux parents. Et vraiment merci Catherine de dire que dans les survivants, on met aussi ceux qui sont encore là, qui ont perdu quelqu'un, ou juste ceux qui ont traversé avec. Parce que c'est souvent les grands oubliés dans cette histoire. Et on s'en sortira ensemble, ou pas. Donc vraiment, j'adore cette notion-là et je la reprendrai autant que je le pourrai. Merci beaucoup. Tu as écrit, Catherine, un manifeste quasi politique, un plaidoyer qui devrait pouvoir servir de base à la création d'un collectif pour faire changer les bords sociétales que la société porte comme regard sur la vulnérabilité. L'après-cancer, c'est pas l'après-crise cancéreuse, l'après-VIH, l'après-VIH. La stabilisation des malades qui ont été atteints par le VIH, mais aussi l'hépatite C, c'est pas j'avais aussi. C'est en tout 3-4 millions de personnes. La problématique de tout cela, et ce travail analytique est parfait, la problématique de tout cela, c'est que d'une pathologie à l'autre, personne ne réutilise l'histoire et les capacités qu'ont chacune des pathologies à apporter une réponse. C'est ça. Et c'est drôle parce que moi j'ai connu les trois bateaux, donc malheureusement, je suis un survivant. Ce que tu as connu, je suis aussi personnellement touché, puis c'est très
dire. Mais le point essentiel, c'est que là, on a le début. Tu as écrit le début d'un manifeste positionnant un plaidoyer pour reformuler un certain nombre de points, parce qu'à 3,5 millions de personnes oui, c'est pas rien. dans cette situation-là, C'est inacceptable. excusez-moi de la filialité du propos, c'est des points de croissance en moins dans notre économie. Oui. Ce qui veut dire une insolvabilité, une non-crédibilité ébranlée. Donc, ce sont des ressources nécessaires à notre pays. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça, au-delà du groupe. Excusez-moi, je suis très prosaïque, très pragmatique, et vous connaissez, comme un certain nombre d'entre vous, au-delà du sein collectif. Les groupes de parole, etc. Le travail qu'on fait, qui est parfait, mais qui doit servir. Là, en l'occurrence, c'est un manifeste politique, sociétal, qui doit être utilisé vers d'autres pathologies. Parce que ce n'est pas que les cancers, c'est plein d'autres pathologies qui en sont à ce point-là. Pour ceux qui étaient cet après-midi avec moi en cours, on en a parlé et vous êtes en plein dedans. Et il faut s'en emparer, le travailler au-delà des cafés du rétablissement. Oui, bien sûr, oui. Merci pour toi. Moi, je voudrais juste rebondir sur votre intervention, parce que moi, j'interviens je travaille dans l'accompagnement à l'évolution professionnelle, et j'accompagne des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour des raisons de santé. Ah oui. Et en particulier, des personnes qui sont en fin de traitement de cancer. Et monsieur, vous parliez de ressources, c'est pas toujours facile de leur dire, parce qu'elles sont pas toujours prêtes à ce moment-là, mais je suis archi convaincue qu'en plus de cette, entre guillemets, déperdition, vous parlez de points de PIB, mais les ressources formidables que les personnes mettent en œuvre, pour chercher en elles, pour vaincre cette maladie, mais tout. Moi, je suis donc concernée par le retour à l'emploi, le maintien dans l'emploi, mais quelle organisation, toutes les organisations rêveraient d'avoir ces ressources-là formidables. Et là, il y a ce que je constate, c'est qu'il y a un sas entre les personnes qui ne savent pas pas le dire, mon cancer pour le retour à l'emploi, et en aval, l'organisation qui, souvent par manque d'information, ne sait pas comment accueillir à nouveau la personne qui a eu cette maladie, et je préfère parler de maladie que de malade, parce que là c'est encore en termes de mots, ça monte un sens, effectivement. Et du coup, il y a une rencontre à travailler là-dessus en termes juste de ressources. Voilà. Je crois que là aussi, les organisations n'ont pas conscience et voient les personnes en retour à l'emploi comme souvent un problème, mais il y a une ressource phénoménale, mais énorme, et ça, vraiment, j'ai envie de militer pour la valoriser, parce que c'est quelle leçon, voilà, et si on se base uniquement sur des dimensions économiques, de performance, etc., là, il y a vraiment matière. Si je puis me permettre, vous faites d'autant de visibilité que je suppose que certains d'entre vous connaissent la charte de l'INCA avec le club interentreprise qui a écouté 11 engagements pour les bonnes pratiques. Et si on regarde aujourd'hui dans les journaux, il se passe quelque chose en ce moment sur le sujet. Et voilà, continuons à parler et à témoigner. Il se passe vraiment quelque chose de fort et la société est en train de s'emparer de ce sujet-là, probablement aussi par nécessité, effectivement. Et donc, utilisons cette opportunité de nécessité pour en plus générer de la solidarité, de la bienveillance, de la gratitude, de la gentillesse et toutes ces choses dont on parle et dont on ne fait pas toujours usage sur le terrain. Merci. Moi, je sais, j'en ai à chaque année. J'ai juste un témoignage. Je suis animatrice de gymnastique d'entretien pour les personnes seniors. En gymnastique, pas après cancer, on m'a proposé l'information. Donc le concept après cancer qu'on remet en position un petit peu ici. Donc j'ai pas fait la formation, mais dans mon cours, j'ai une personne, entre parenthèses, qui a eu un cancer. Et je suis allée vers elle en lui disant, monsieur, vous savez que vous avez des cours adaptés à votre situation, puisque j'ai su qu'il avait un cancer. Et il m'a dit, non, il n'y a pas question, je
reste dans l'anonymat. Je préfère faire les cours avec un groupe, comme tout le monde, avec tout le monde. Je ne veux pas me singulariser, me retrouver avec d'autres personnes qui ont cette maladie. Donc voilà, il y a des gens qui, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'opinion, je pense que c'est sa personnelle. Je pense qu'il y a, on accepte ou on n'accepte pas ce qu'on vous propose, donc ça dépend tellement des situations, ça dépend tellement des personnes. Moi c'est un constat. Dominique. Ah oui, il y avait elle, la personne là-haut. Juste une seconde sur ce qu'a dit Madame, là, c'est la singularité de la personne. Effectivement, c'est à chaque personne de faire le choix de dire ou de ne pas dire. Il n'y a pas à imposer quoi que ce soit. Après, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Eric et Hélène. Je pense que c'est Hélène qui a parlé. Actuellement, il y a quand même une conscientisation tant au niveau des entreprises qu'au niveau des groupes de protection sociale qui actuellement cherchent à augmenter le panel des services qu'elles peuvent offrir aux entreprises par notamment des services dédiés au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail, etc. Et dans ce cadre, je ne vais pas faire de pub pour un organisme en particulier, donc je ferai le nom d'organisme, j'ai pris connaissance de l'élargissement, c'est-à-dire au départ c'était un projet de formation dédié au maintien du travail avec le cancer, qui est devenu le manager les fragilités en entreprise, qui inclut à la fois le cancer, mais toutes les pathologies invalidantes et les aidants. Et aujourd'hui, on est en train de nous demander d'élargir encore plus ce panel pour inclure les problématiques d'alcoolisme et d'autres choses. Donc pour dire que je pense qu'il y a vraiment une conscientisation qui est faite. Qu'effectivement, c'est un sujet sociétal qui ne se limite pas uniquement au cancer, mais qui doit inclure toutes les pathologies qui vont fragiliser la santé. Le seul problème que moi j'y vois, c'est la façon dont c'est transformé par un certain nombre d'acteurs économiques. Il vous est probablement arrivé de vous retrouver avec une offre bancaire sur en cas de décès pour une vulnérabilité quelconque, couverture de votre découvert bancaire à 3 mois. Ça, c'est la transformation. Mais là, c'est sur un autre sujet. Non, mais le problème j'ai bien compris, le problème de tout ça, c'est la transformation. Commençons par les sociétés, de la. Ouais. Quels produits vont tirer tout ça et la borne, elle est très fragile. Dans le cancer, dans le VIH, dans les maladies, il y a eu négociation du droit à l'oubli, le fameux droit à l'oubli assurantiel, qui est, on va dire, foulé, vraiment plus que foulé. Dans la réalité, moi je suis en VIH, on est 20 ans ou presque 20 ans après les sorties des antirétroviraux, j'ai encore des malades qui viennent me voir en me disant je n'utiliserai pas l'AERAS parce que je suis pour la banque et ça veut dire que je vais gérer toute ma stratégie économique. Il y a plein de choses autour de ça, c'est-à-dire que la société mercantile s'adapte parce qu'ils représentent quand même encore un pouvoir économique, même s'il est dégradé, mais en entretenant une fragilité économique majeure. Moi, je suis complètement d'accord sur le droit à l'oubli. C'est une vraie catastrophe. C'est pour ça que je réinsiste sur le fait que ce que vient de dire Catherine, ou ce que j'espère que Catherine, c'est vraiment un plaidoyer. Il faut s'en parler. La politique collective transversale aux associations et pas simplement utilisée par chaque, parce que le problème c'est que chaque pathologie va défendre ses propres droits. Le droit à l'oubli en VIH n'est pas le même que celui en cancer du sein, qui n'est pas le même que
etc. Et en santé mentale. Ce n'est pas un mélanome, qui n'est pas un cancer des testicules. Voilà, c'est intolérable. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait une base minimum, je travaille pour tous. Moi, je me souviens encore, il y a un an, j'ai postulé à un emploi dans une grande entreprise. La seule chose qui les intéressait, c'était nous avons des personnes à la table de cancer, comment les gérer, les gérer. Pardon, c'est pas. Voilà, il y a toute une approche à avoir, et nos sociétés ne sont pas. Il y a encore une dernière question que la plateforme Voilà, d'intelligence en Après, il y a des choses qui se font aussi en Alors, Dominique, il y a juste une dernière intervention. C'était toi. Merci pour votre intervention. Je suis très troublée par le fait d'associer l'établissement aux notions de guérison, rémission. Parce que ça me donne l'impression que du coup, ça va exclure énormément de personnes malades. Guérison, déjà, c'est effectivement, on peut guérir de la parasite aiguë, pas de souci. Parler de guérison en cancérologie, c'est compliqué et ça nécessite beaucoup de temps avant de pouvoir en être assuré. Et ce qui compte finalement, c'est que les gens vivent normalement, sans une maladie. Il y a beaucoup de patients, y compris en cancérologie, qui ont toujours une maladie négative et parfois ils n'ont pas de traitement. Ça me trouble beaucoup parce que j'ai l'impression que ça peut discriminer en santé mentale. La schizophrénie, quelqu'un qui a une schizophrénie aura toute sa vie. Je suis pas sûre. 30% sont en guérison. Oui, en schizophrénie. Dire, on oublie ça aussi. Ça veut dire, est-ce que c'était une bouffée délirante aiguë? Non, non, c'était une schizophrénie. Non. Un traitement psychotrope très lourd. On va pas parler de... Non. La littérature médicale internationale scientifique annonce 30% de guérison en santé mentale, en schizophrénie. Vous parlez de rétablissement que pour une personne que vous allez catégoriser soit en guérison, soit en rémission. Ça exclut. Mais moi, je ne vais rien faire du tout si j'ai mis les 3 mots. C'est pour faire monter le débat au niveau citoyen et politique. Moi, je ne vais rien faire de tout ça. Ce qui est important, c'est le manifeste. La maladie en elle-même est une transformation. Il n'y a pas que la guérison silencieuse. Non, mais le problème, là, c'est de dire on a 2,3 millions de personnes survivant au cancer et rien n'est fait pour eux. Il n'y a pas d'offre. Il y a 30% santé mentale rétablie, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de culture sociétale, il n'y a pas d'espace dédié à ces questions-là. Non, ensemble, on les met. Mais c'est déjà de dire que ces personnes ont des besoins spécifiques. En fait, l'idée, dans la littérature internationale, c'est de dire specific needs. C'est-à-dire que, voilà, il y a 15 millions de survivants du cancer aux États-Unis, quels sont leurs besoins spécifiques? Donc de faire ce premier travail, d'aller à la source, de voir comment ces personnes ont des besoins spécifiques. Et ça n'avait pas encore été fait. C'est pas des catégories. Je pense que l'établissement, c'est pas une... c'est comme les soins de confort, les soins d'accompagnement, c'est à partir du diagnostic, quelle que soit l'issue, parce que bien sûr, oui, on peut. Du coup, voilà, ça me trouverait le fait d'associer systématiquement l'établissement. Je pense que ça doit commencer dès. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En reprenant 2 définitions. Ça ne peut être que troublant de toute façon. Ça peut être que troublant. Je suis d'accord. L'idée, c'est d'amener le sujet. Déjà, c'est déjà troublant parce que c'est déjà faire quelque chose qui n'est pas fait. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à Catherine Tourette-Turgis pour cette intervention. Bonne fin d'année.